14% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Arkema. Alors est-ce que c'est une valeur intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va regarder un petit peu le genre de business dans lequel elle opère et est-ce qu'il est viable sur l'avenir. En second lieu, on va un petit peu questionner sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis, si c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller ni analyste financier, cette vidéo n'a simplement pour but analytique. Je vous présente quantitativement une entreprise. Aujourd'hui, on est sur Arkema, donc industrie de transformation, produits chimiques et grande entreprise diversifiée, donc ça ne veut rien dire du tout. On va regarder ça tout de suite. Arkema en bref, donc c'est un acteur majeur des matériaux de spécialisation dans l'activité structurée autour de 3 segments cohérents et complémentaires, donc les adhésifs, les matériaux avancés et les coating solutions. Donc on va les regarder un petit peu plus tard, la répartition de ce genre de business. Est-ce que maintenant ça va être une entreprise intéressante peut-être sur l'avenir ou pas? On va aller voir ça tout de suite. Il dit ici qu'elle dévoile donc son ambition 2018, accélère sa croissance organique dans les matériaux de haute performance et les solutions durables. D'ici 2028, elle a un objectif d'atteindre un chiffre d'affaires environ 12 milliards avec une marge EBITDA à 18%. Première chose intéressante ici à les remarquer, c'est que le groupe Arkema est né en 2004 de la réorganisation d'Ato Final, la branche chimique du groupe pétrolier Total, dont il se sépare le 18 mai 2006 par une introduction à la bourse de Paris. Donc c'est une entreprise qui a été spin-off par Total, étant donné qu'elle ne voulait peut-être pas garder cette activité en trésorerie, donc aujourd'hui elle investit en bourse. Alors maintenant, est-ce que Total est toujours actionnaire ou pas dans cette boîte? Donc ça, il faudra aller le regarder, écouter vos conférences call. Et on nous dit ici que c'est surtout une entreprise qui est donc dans le secteur chimique. On dit qu'elle avait charbon actif, agent de filtration, et qu'aujourd'hui elle s'en est séparée, et maintenant elle a récupéré l'activité performance adhésive d'Ashland pour 1,6 milliard de dollars. Elle fait l'acquisition de Permosal, entreprise de solutions adhésives en Afrique du Sud. Donc maintenant, ces activités, vous voyez que c'est surtout la chimie industrielle qui représente 80% du chiffre d'affaires, matériaux de haute performance et spécialité industrielle, donc Coating Solution, qui représentent donc chacun un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ses performances financières. Donc on est sur une KPI à 6,3 milliards, un rendement du dividende à 4% et un ratio prix gain à 12. Donc on va aller regarder un petit peu son compte de résultat. Aujourd'hui, on est sur un chiffre d'affaires à 11,5 milliards. On va aller regarder un petit peu par rapport aux dépenses d'exploitation qui ont vraiment assez peu monté de 2016 à 2022, ce qui nous montre un revenu total qui a complètement doublé de 2016 à 2022, voire même triplé en 2021. Maintenant, on va aller les comparer un petit peu au free cash flow. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les free cash flow sont nettement inférieurs aux revenus nets, à part en 2019 et en 2020. Mais en 2021, vous voyez que sur 1,29 de revenus nets, on est allé faire 200 millions de free cash flow. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'on a eu un fonds de roulement négatif? Effectivement, on voit qu'on a un fonds de roulement qui est assez négatif. On voit qu'en 2019 et en 2020, on a eu assez peu de commandes, ce qui nous a permis d'avoir un fonds de roulement positif. Ça, il faut le savoir, hein, quand on a un fonds de roulement positif sur ce genre de valeur, c'est souvent qu'on a eu moins de commandes, un backlog moins rempli, et donc on a pu honorer toutes nos nouvelles infrastructures à temps, et donc avoir un fonds de roulement positif. On va aller le voir ici. Donc, qu'est-ce qui prend en compte? On n'a pas du tout de métriques. On n'a pas de métriques sur l'année 2020, et sur l'année 2019, on voit que la variation des inventaires était positive, étant donné qu'on a eu moins de backlog. Maintenant, en termes de statistiques, est-ce qu'elle a réussi à avoir une marge brute plus importante? On voit que non, et les marges opérationnelles, on voit qu'effectivement, par contre, elle augmente. Donc ça, on a pu le voir par rapport à la dépense en capital. Les marges nettes qui sont passées de 5 possiblement à 8 et à 6, donc qui tendent peut-être à se normaliser. Maintenant, écoutez les webcasts, allez comprendre pourquoi est-ce que la marge nette peut-être tend à se stabiliser. En termes de rendement des capitaux propres et du capital investi, on voit que ça a augmenté, mais il y a quand même un moment où en 2020, on voit que on a eu des on a eu des chiffres assez bas, et étant donné qu'on est rentré dans la nouvelle activité économique, on a pu avoir des rendements assez importants, étant donné que peu importe sur quoi on investissait après 2020, normalement, on avait forcément un retour qui était beaucoup plus important qu'avant. Donc c'est des métriques qu'on peut assez peu prendre en compte, mais maintenant on va aller quand même regarder un petit peu et questionner sa politique d'allocation du capital. Donc qu'est-ce qu'elle va aller faire avec son argent? On a vu qu'elle faisait quand même pas mal d'acquisitions. Donc effectivement, en 2021, on voit qu'elle s'est séparée d'une boîte, et en 2022, on voit qu'elle a fait effectivement l'acquisition de 30% de son chiffre d'affaires à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, en termes trimestriels, on voit quand même que son chiffre diminue. Sur 2023, on a eu possiblement un retour à la normale ou juste un fonds de roulement négatif.
si on regarde en termes de fonds provenant des opérations, on voit qu'effectivement on a peut-être une normalisation de la demande sur le genre de business dans laquelle elle opère. Est-ce qu'elle bénéficiait d'un effet Covid ou pas? On sait que ça allait jusqu'en 2022 quand même. On voit quand même que le revenu net en 2019 et en 2020 avait quand même assez baissé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? On voit qu'il y a des dépenses d'IMO qui peuvent à peu près varier. On est sur des dépenses d'IMO qui maintenant sont quand même assez importantes. On va aller regarder par rapport à la dépréciation ici. On voit qu'on a une très grosse dépense par rapport à l'immobilisation. On voit qu'ici la dépréciation ne représente quand même assez peu, et en termes de dépréciation, si on la regarde en niveau trimestriel, on l'a même pas la métrique, donc c'est assez dérangeant. Maintenant on va quand même aller regarder un petit peu les chiffres clés de cette entreprise. Donc quel est son but? C'est accélérer la croissance organique et l'innovation durable, renforcer les matériaux de spécialité avec des acquisitions ciblées. Donc on a possiblement un management qui est assez intelligent et qui arrive à faire des acquisitions seulement dans son domaine, donc figurer parmi les entreprises chimiques les plus performantes en termes de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, poursuivre des initiatives d'excellence opérationnelle et commerciale. Donc on a quand même 700 millions d'investissements courants exceptionnels, donc ça on l'a vu en termes de dépenses d'immobilisation, 270 en R&D, donc ça on les voit pas du tout dans les free cash flow, mais c'est de l'argent qui est déjà dépensé avant qu'on ait notre cash les opérations. On a 143 sites industriels, donc on sait que ça va être des entreprises avec des marges assez faibles, même si on a quand même pu à un moment récupérer des marges nettes à 13%. 92% des brevets liés au développement durable. Maintenant on va aller regarder un petit peu la proportion des brevets qu'elle possède. On a quand même une dette nette qui est à 2,31 sur une CAPI à 6, donc c'est quand même une entreprise qui est énormément endetté. On va aller le regarder quand même par rapport à ses free cash flow, sachant qu'on est sur un free cash flow maximum à 800 millions. On va aller regarder quand même une dette nette à 2,31, donc ça fait quand même à peu près un ratio à 3 voire à 4, donc on est quand même sur un ratio d'endettement qui pourrait être assez important. Aujourd'hui, en total d'avoir et de capitaux propres, on est sur la même base. Pourquoi? Étant donné qu'on sait qu'on va avoir énormément d'actifs immobilisés. Donc on va aller regarder ça tout de suite. En termes d'immobilier et d'usine d'équipement brut, on est à 11 milliards, et en dépréciation cumulée, vous voyez qu'on est quand même à moins 7. Donc on a quand même eu assez d'immobilisation. Et en termes de goodwill, on voit qu'on a un goodwill qui est extrêmement élevé. Alors est-ce qu'elle a acquis des entreprises avec lesquelles elle avait beaucoup d'intérêt à les prendre pour avoir peut-être plus d'efficience aujourd'hui dans son marché? En termes d'autres actifs incorporels, on voit quand même qu'on est à 2,18 de brevet, donc c'est quand même beaucoup. Maintenant on sait que ça va être assez valorisé aujourd'hui. Elle doit avoir un très bon score ESG, donc en soi elle doit avoir quand même une dette qui doit peut-être être assez soutenable. On va aller regarder un petit peu la charge de la dette. En termes de charge d'intérêt sur la dette, on est sur 47 millions sur une dette estimée à peu plus de 3 milliards, donc c'est vraiment rien du tout, hein. Si en termes de pourcentage elle est endettée sur un taux à 0%, donc ça peut être quand même assez intéressant. Empreinte géographique, ouais, quand elle est en Amérique, en Europe et en Asie du Sud-Est. Si en termes d'activité centrée, on voit qu'elle n'a pas du tout d'activité qui va aller surperformer l'un ou l'autre. Donc en termes de matériaux de spécialité, on est sur 91% du chiffre d'affaires. Vous voyez qu'ici, matériaux avancés 4.3, Coating Solution 3.1, 3.3 et adhésif 2.9, sachant qu'aujourd'hui elle figure parmi les leaders mondiaux en ayant réussi à faire une acquisition en 2022, ce qui lui a permis Boostic, voilà, qui offre des solutions fortes en valeur ajoutée pour la construction et la rénovation de bâtiments. Donc possiblement aujourd'hui ça va être une entreprise qui va aller je vais pas vous dire morfler, mais qui va aller possiblement avoir de mauvais résultats aujourd'hui, étant donné qu'il y a moins de construction. Alors après on parle en Europe, possiblement en Asie du Sud-Est, on sait que ça va être aussi le cas, mais en Amérique du Nord on sait qu'il va y avoir énormément de construction en ce moment. Si je me trompe pas, c'était le 11 octobre, il y a eu un rendez-vous des analystes de JP Morgan pour à peu près la construction des États-Unis, qui donc ont relevé leur note d'analyse sur à peu près tous les constructeurs. Pourquoi? Étant donné qu'on sait qu'il y a PER assez basse, je vous recommande d'aller regarder mes vidéos sur ce sujet. En tout cas, si aujourd'hui vous voulez investir sur Arkema, vous avez quand même 14% de rendement. On va aller un petit peu questionner maintenant son PER. Donc en termes de ratio court-bénéfice, on était sur un 16, 23, 7, 6 et 12 aujourd'hui. Donc 12 c'est quand même assez impressionnant par rapport au Q3 et au Q6, mais en termes de ratio prix flux de trésorerie, on voit que ça n'a pas augmenté. Alors pourquoi? On sait juste qu'elle a eu des bénéfices nets un peu moins impressionnants que durant ces dernières années, et ici vous voyez qu'on avait un ratio prix flux de trésorerie beaucoup plus important. Maintenant si on le regarde ici par rapport à là, on va aller voir un prix qui a quand même pas mal chuté. Donc on est sur une entreprise qui baisse et qui aujourd'hui est sur sa valeur initiale. Donc si vous l'achetez aujourd'hui, vous ne surpayez pas. Alors maintenant effectivement ça dépend
dépend de vos manières de valoriser des actifs. Moi je sais que je vais prendre en compte le goodwill étant donné que ça fait quand même partie, même des brands, ça fait quand même partie d'une entreprise. Quand vous allez faire appel à Arkema, vous n'allez pas faire appel à une autre boîte, c'est parce que justement c'est Arkema que vous voulez. La dernière fois qu'elle était sur un PER en soi aussi bas par rapport à ses bénéfices nets, même parce que ici on a quand même eu une baisse, et pour ça qu'on a eu voilà ici une montée et puis une rebaisse étant donné que les chiffres n'ont pas été aussi bons qu'on pouvait avoir. Donc si aujourd'hui vous investissez sur Arkema, vous avez quand même 14% de rendement. Donc est-ce que c'est une décote assez intéressante, même si aujourd'hui vous avez quand même assez peu de marge de sécurité, même si vous l'achetez à la valeur de ces actifs? Je vous conseille d'aller regarder un petit peu les conférences call. Au PER en tout cas, vous savez que vous ne surpayez pas et donc vous ne payez pas du tout de croissance étant donné qu'elle est valorisée à ces actifs. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.